radin! Oh, mais arrêtez avec ça! Mais Pierre n'est pas du tout un gros radin. Non, il est pingre, chiche, avare, ayant un problème avec l'argent. Toi, tu serais généreux et moi, je serais radin, c'est ça? Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans? Excuse-moi de ne pas avoir ton fric. Ah, c'est sûr que les morceaux de bois, ça a pas dû te ruiner. C'était un Mikado, connard! Mais t'aurais mon fric, ça serait pareil. Parce que je pourris pas les enfants, moi? Parce que tu peux pas dépenser un sou sans t'y reprendre à 10 fois. Parce qu'il faut voir comment tu tiens ton porte-monnaie, ton petit porte-monnaie. T'es tellement agrippé à lui, chaque fois que tu sors une pièce, on a l'impression que t'arraches un clou. T'es une pince, Pierre! La pince est heureuse de t'avoir invité. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à toutes et à tous. Podcast sous le format discussion avec une intro qui plante le décor, puisque nous allons parler du frugalisme et se poser la question suivante: est-ce une technique de rat pour s'enrichir? Avant de commencer, les rappels habituels, le lien pour réserver un coaching hautement stratégique avec Fouad qui pourra t'aider dans ta situation personnelle, te débloquer tes problématiques individuelles. N'hésite pas. Élément nouveau, au-delà de débloquer certaines situations, c'est un coaching qui permet en fait de révéler la puissance d'investissement, en fait le potentiel financier, le pédigré de l'investisseur. Et je prends cet exemple qui est un des plus révélateurs. J'avais eu Auguste en termes de coaching stratégique que je ne connaissais pas évidemment, qui n'était pas un mentoré au mois de septembre l'année dernière. Et donc, on s'est aperçu que son objectif était totalement sous-dimensionné en termes de potentiel et que son ambition était supérieure à son objectif parce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Donc, c'est aussi un exhausteur d'ambition, en fait, comprendre quelle est la faisabilité réelle, quel est le potentiel de l'investisseur. Donc, ça sert à ça également coaching stratégique. Et on salue Auguste au passage qui avait un objectif de 3 millions, il me semble. C'est ça, exactement. Il m'avait dit... en 3 ans non, il n'avait pas dit en 3 ans. Je ne me rappelle plus de l'horizon temporel, mais je crois que c'était peut-être en 5 ou 10 ans. Et il m'a dit, voilà, moi, je pense que je peux aller là-dessus. Et on a travaillé vraiment sur son potentiel parce que, évidemment, j'ai tous les chiffres sur la fiche découverte. Et je me suis aperçu qu'il avait largement plus en termes de potentiel. Et surtout que ça coïncidait avec son envie, son ambition profonde de faire beaucoup plus. Et après, je ne savais pas forcément à l'époque, mais et je ne le dis pas pour cirer les pompes, parce que ce n'est pas dans mon genre, mais investisseur extrêmement intelligent dans la vitesse d'exécution, prise de décision extrêmement rapide. Et c'est des investisseurs avec lesquels j'aime travailler parce qu'il y a un confort de travail dans le fait de se comprendre très rapidement et de prendre des décisions rapides quand on a des opportunités de marché. Et on avait Auguste au téléphone tout à l'heure qui nous a lui-même proposé de faire un compte-rendu après 1 an. Tout à fait. Et pour montrer le potentiel quand on est correctement accompagné, qu'on a correctement conscience de ce qu'on peut faire. Tout à fait. Et ce n'était pas prévu. Je l'ai invité au mastermind d'octobre, qui aura lieu à Besançon le 31 octobre, le 1er novembre et le 2 novembre. Je crois que c'est la fête. C'est quoi le 1er novembre? C'est la Toussaint et le 2, la fête des morts. Bon, on travaille pendant la fête des morts, la Toussaint et la fête du travail, évidemment. Donc, je l'ai invité et il va faire une petite intervention pour partager son expérience. Et j'aimerais qu'il intervienne sur l'aspect psychologique de la prise de décision. Comment, en tant qu'investisseur débutant, tu arrives à te positionner rapidement sur une série d'opérations où la première année, on devrait faire entre 5 et 6 millions d'euros. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse en termes d'exposition et venir avoir en fait un public qui doit essayer de palper, de comprendre en fait sa psychologie. Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à décider à aller sur ses investissements, sur cette ampleur d'investissement, cette amplitude d'investissement et sur des montants qui sont quand même très importants. Ça va être remarquable.
Là, j'ai hâte. En J'ai parlant hâte. de mastermind, tu as prévu de faire un mastermind financement haute couture. C'est à l'étude. C'est à l'étude. On va mettre un lien dans la description pour ceux qui veulent déposer une candidature. Alors, c'est même pas sous format de candidature, mais il y aura un petit questionnaire à remplir. Les personnes qui sont sur Patrimoine Exponentiel auront la priorité et également auront une remise à cet événement. Et on expliquera bien, puisque tu vas animer également des coachings dans Patrimoine Exponentiel, on expliquera bien pour quel type de... pas quel type d'investisseur c'est, à quel niveau d'investissement cela se crée. Parce qu'au début, je ne pense pas que ça soit hautement nécessaire. Sur la haute couture que Non, tu mais vas donner. après, si tu veux, ça va être réservé aussi aux gens, aux gens qui réservent un coaching stratégique, parce que, et je pense qu'il y a beaucoup de cet ADN chez Patrimoine Exponentiel. Pourquoi ? Parce que on a quand même, la plupart des gens ont un objectif très élevé. Ça, moi, je demande l'objectif systématiquement, l'horizon temporel et les 10 millions d'euros. Deviennent réguliers. C'est devenu un Ça fait minimum. plaisir. C'est devenu un minimum. Alors, ça fait plaisir parce que je pense qu'on a impacté quelque part une partie du public, en fait. Peut-être la partie la plus intelligente, parce qu'il faut aussi être en capacité de capter notre discours qui est totalement différent. Mais du coup, ça s'accompagne également de frustration, parce que c'est vrai que le mentorat, ce sont des quotas. Je ne peux pas malheureusement prendre tout le monde. Et du coup, il y a quand même de la frustration. Et j'ai imaginé ce produit pour satisfaire au moins une partie des gens qui nous font confiance sur du consulting ou sur Patrimoine Exponentiel. Et en parlant de Patrimoine Exponentiel, vous avez également le lien pour déposer votre candidature. Et Fouad commencera les coachings hautement stratégiques à partir de septembre. Rentrons dans le vif du sujet. Après cette introduction, on va parler du frugalisme, qui est un mouvement qui est souvent associé à l'indépendance financière. Fire, C'est quoi? C'est Fire, financial, indépendance, je sais pas quoi. Retirement early. Il me Voilà, semble. je crois que c'est quoi en retraite français. anticipée. C'est ça, c'est indépendance financière, retraite anticipée. Pourquoi on veut parler de ça? Parce que quelquefois, il y a des bonnes choses à prendre et on ne veut pas l'opposer, mais on veut l'analyser Tout à fait. en expliquant qu'en réalité, il y a des solutions beaucoup plus simples et avec une vision différente. Parce que tu es d'accord avec moi, le mouvement du frugalisme est quand même basé sur une économie draconienne. Moi, je ne suis pas un spécialiste du frugalisme, mais j'en comprends les grandes lignes. Ce qui nous intéresse, c'est d'analyser les qualités et les limites de cette stratégie. Et il est vrai que c'est une stratégie qui est basée sur une forme de privation, notamment dans la consommation. En fait, l'objectif du frugalisme, c'est de dégager le maximum d'épargne qui va être réinvesti. Et donc, on a comme fondement de la stratégie le maximum d'économies possible. Toi qui aimes bien le petit café le matin, ça veut dire quoi si tu deviens frugaliste? Alors, tu vois, c'est moi, ne pas prendre mon café le matin et ne pas faire mes observations sociales, ne pas prendre le temps de réfléchir. Moi, je bois que 3 cafés par jour, maximum. Donc, je bois 3 cafés par jour, dont 2 à l'extérieur. Et ce sont des moments d'introspection, de réflexion, d'observation, parce que je prends mon café. Alors c'est ça aussi les beaux paradoxes de la vie en fait. C'est une école un peu bourgeoise où il y a mes enfants bilingues, où les frais de scolarité sont relativement élevés parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens de bénéficier de cette éducation. Donc en face, il y a une boulangerie extrêmement populaire. C'est-à-dire que tu as des petites barres d'HLM qui sont à peut-être 100 mètres de l'école. Et donc, tu as ce qu'on appelle en sociologie, et ce n'est pas péjoratif, les petites gens. Et tu vois, moi, je suis tous les matins, pendant 1 heure, 1 heure et demie, je bois mon café, j'écoute, je regarde, je réfléchis, je prends un peu d'informations. Et supprimer ça, c'est supprimer une partie de ma créativité pour aller économiser quoi ? Le café, il est à 1,90 €. C'est cher. Ben, T'imagines tous les apports que tu pourrais faire? 4 € en fait, parce que je laisse toujours sur la pièce de 2, je laisse la monnaie. Donc ça fait 4 €
par jour, multiplié par 20, puisque je dépose mes enfants à l'école tous les matins, dans ce que j'appelle la cabinière, en fait, qui est un mot qu'on a inventé pour baptiser le triporteur. En fait, c'est un vélo cargo. Donc moi, je dépose mes enfants et je prends un temps pour moi, un temps vraiment d'information, d'introspection, de réflexion, etc. Donc, ça fait économiser combien ? 4 euros multiplié par 20, 80 euros. à 80 euros. Donc là, on va te dire, ouais, mais attends, si c'était placé en ETF, Eh oui. à l'année, Sur sur le 20 S&P ans, 500. sur 30 ans, sur 50 ans, ça fait combien ? Ça fait beaucoup d'argent, mais je ne suis pas prêt à couper parce que je pense que c'est une très mauvaise idée. Alors moi, je vais raconter une anecdote que se couper de tout, en tant qu'entrepreneur, peut entraîner des petits problèmes. J'ai une petite anecdote, ça va être un peu storytelling pour illustrer. J'avais mangé à Saint-Tropez avec un ami. On était tous les deux, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, c'était après le Covid. Et normalement, il faisait toujours chaud, donc on prenait un magnum de rosé à deux et ça nous faisait toute l'après-midi. Le seul problème là, c'est que vu qu'il faisait pas très beau, on avait pris des gin tonic et on a eu l'addition la plus marrante, qui était une addition où il y avait 100 euros de bouffe et 400 euros de gin tonic. Mais on avait ignoré le prix du gin tonic tous les deux. On pensait qu'il était à 15 euros, il était à 33 euros. Donc ça faisait une surprise. Bref, ça on s'en fout. Quand on a reçu l'addition, il a fallu la payer, mais on a parlé, on a dit, bon, ça nous fera un beau souvenir. Et il nous avait, tu sais, donné des petits formulaires à remplir pour être tiré au sort sur quelque chose. Et à partir de ce formulaire, ça m'a donné une idée qui m'a permis de développer un mini-produit. Et ce mini-produit m'a rapporté 50 000 euros. Donc le fait d'aller là, de voir ça, m'a rapporté au travers, c'est-à-dire par l'ouverture d'esprit également. L'élément déclencheur. L'élément déclencheur de la réflexion, comme toi quand tu vas chercher ta créativité. C'est de la créativité également. Tout à fait, ce sont des moments où tu peux t'égarer, tu peux être créatif. Et c'est là que je vais en désaccord avec quelqu'un comme Kiyosaki qui dit ne pas acheter des passifs. Parce qu'un entrepreneur peut transformer... La question du passif, c'est est-ce qu'il va te coûter plus qu'il ne te rapporte. Et un entrepreneur aujourd'hui peut tout transformer quasiment en actif. Tu prends l'exemple de la voiture. Si tu prends la voiture pour faire de l'Instagram et mettre des photos sur Tinder, ça va pas être très rentable. Mais si tu te sers par exemple, et j'avais pris cet exemple régulier, où tu as une voiture où tu as ce plaisir, et qui est le pire des passifs dans la 99% des cas, mais si ça te permet d'aller dans un club, d'aller dans des rassemblements qui te permettent de rencontrer des gens. Imagine demain, tu vas à un événement, par exemple, Club Porsche, tu vas avoir peut-être des clients qui peuvent rejoindre un mentorat. Tu as le club Lada aussi. Le club Lada. Dacia. Dacia, oui. Ça... Je pense qu'il y a des prospects intéressants dans le club Dacia. Ils sont beaucoup... c'était une blague sur les Lada. C'était une blague sur les Lada. Pourquoi tous les conducteurs de Lada se connaissent ? Je sais pas. Parce qu'ils se rencontrent tous les matins au garage. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il faut toujours apporter la nuance, notamment quand on a une activité entrepreneuriale. Mais ces gens-là recommandent souvent des entrepreneurs. On a parlé d'économie draconienne. Pour moi, ça rime avec souffrance et pénibilité. C'est là que le bas blesse, en fait. Il y a un élément sur lequel je ne suis pas d'accord, et on en avait parlé, c'est que le processus d'enrichissement, certes, il est long. Ça, on ne peut pas le contester, hein, sauf, je ne sais plus comment disait Rémi, j'aime beaucoup cette expression, mais accident positif de richesse, quelque chose comme ça. Événement positif de richesse. Événement accidentel de richesse. Voilà, donc j'aime beaucoup cette notion. Donc, sauf cas particulier, c'est long. Alors, c'est déjà long. Pourquoi rajouter la souffrance et la pénibilité ? Et je pense que quand on essaye d'aller sur de la création de valeur ajoutée, sur de l'efficience, il n'est pas nécessaire de venir adosser de la souffrance et de la pénibilité à l'inertie, l'étendue, en fait, la longueur, la durée, du processus qui est quand même relativement longue. Donc, ça, c'est quelque chose, en fait, pour prendre ce point précis, cette privation draconienne est rédhibitoire de mon point de vue. Alors, je parle vraiment
de mon point de vue, je sais que toi, tu as un point de vue qui est similaire au mien, mais pour moi, c'est rédhibitoire parce que, je vais prendre cet exemple, supprimer la glace avec tes enfants parce que ça coûte 6, 8 ou 10 euros. Peut-être que j'exagère, certains frugalistes vont dire non mais nous on n'est pas dans cette approche et évidemment c'est pas un jugement de morale, hein, on ne juge pas, on est là pour essayer de comprendre et de débattre sur une stratégie et en voir les limites. C'est ce genre d'activités en fait qui ont un coût mais qui n'ont pas de prix pour moi. C'est-à-dire que les souvenirs que ça laisse, le moment très agréable fait que je ne souhaite pas couper ces petits moments de bonheur, en fait. Mais au-delà de ça, pour les entrepreneurs, je considère que être frugaliste va avoir un impact sur ton réseau, sur tes amis et ta famille. Alors, je ne peux pas parler sur la famille, mais sur le réseau. Tu vois, par exemple, tu as pris l'exemple de Rémi, on devait se battre pour payer l'addition. Oui. T'en as beaucoup qui... Et la première fois au restaurant, et je te salue Rémi au passage, première fois au restaurant, parce que c'est quelque chose que j'aurais fait moi, faire semblant d'aller aux toilettes pour aller payer l'addition sans que personne s'en doute. Ce qui est horrible. Et là, j'ai fait pourvu qu'il ne soit pas allé payer l'addition. Ben, moi, c'est pareil, en fait, c'est que ça m'a gêné, en fait, parce que je ne suis pas dans cette posture d'être un passager clandestin. Et puis, il y a aussi une forme de générosité qui est importante. Et cet état d'esprit, finalement, moi, je trouve que quand tu as une forme de générosité, tu essayes de travailler intelligemment, ben, l'argent appelle l'argent. Et en fait, tu n'as pas besoin d'être dans un comportement où le côté avare, le côté passager clandestin, les autres vont payer. En fait, ça, c'est quelque chose qui, dans le comportemental, pardon, ça me gêne parce que ça vient altérer la qualité, j'allais dire la pureté, mais c'est peut-être excessif, la qualité des relations. Et d'empêcher le développement. Moi, je vais reprendre une anecdote. Anecdote qui marque peut-être mon extrémisme de l'antifrugalisme, on va dire. Et c'était une personne qui avait une chaîne YouTube avec le mot frugalisme dedans. J'en dirai pas plus quand même. Et on était expatriés, on était invités chez un entrepreneur pour dîner le soir. Et sachant comment il était, je me suis dit, bon, le mec, il nous invite, on va parler, tu vois, idées, développement et tout ça, de business. Je sais que le mec, il va arriver les mains vides. Donc, j'ai acheté 2 bouteilles de vin en arrivant chez le mec en disant, tiens, il y a 2 bouteilles, il y a la mienne et la sienne, alors que j'avais payé les 2 bouteilles. Et l'autre ne m'a aucunement proposé de me rembourser. Mais bon, c'est pas grave. Le mec, C'était ça de prix. Hein ? C'était ça de prix. C'était ça de prix. Le mec, il est arrivé, invité, avec une barquette de fraises. Pour 5 personnes. Alors que le mec qui nous invitait avait fait venir du poisson, d'un traiteur et tout ça. Il nous avait sacrément bien reçu. Et le pire, c'est qu'on avait aidé de mon avis, hein, et si peut-être qu'il écoute le podcast, on avait aidé cet entrepreneur à se développer. D'ailleurs, avant, sa chaîne s'appelait juste Le Frugalisme et je lui avais dit donne une notion financière quand même pour attirer plus de monde et donner une image plus sexy. On l'a aidé à développer dans la communauté son produit, son marketing, sans jamais rien demander en retour. Quand il était venu s'installer, à l'époque, je vivais en Estonie, le mec, j'étais allé il m'avait dit, j'ai trouvé un appartement, est-ce que tu peux aller le voir rapidement, me faire des photos et me dire s'il est bien ? J'y étais allé sans rien lui demander en retour. Et je l'avais invité plusieurs fois à bouffer chez moi, et j'avais fait quelque chose autour de la vidéo et travaillé dans ça. Je lui avais demandé, est-ce que tu peux me faire un petit live de 1 heure, tu vois, pour donner quelques tips et tout ça. Et sans lui demander d'affiliation, en lui disant même, tu pourras placer tes produits. Je ne travaille pas par affiliation parce que je trouve que ça peut quelquefois enlever la portée du message. Le mec, il m'a dit, oui, mais si tu me payes. Donc, tu es là, quand c'est moi qui paye, ça ne te dérange pas. Mais quand je te demande un retour qui ne te coûte rien, qui est 1 heure de ton temps et qui peut te rapporter de l'argent en plus, et tu me demandes, mais tu me prends vraiment pour un con, quoi. Tu me prends vraiment pour un con. Et en fait, je pense que c'est resté au sein, tu vois, de ces gens. Moi, j'ai toujours été éduqué dans le sens de la générosité. Quand tu arrives, quand
quand ma mère fait un vide du monde, c'est tout le temps branle-bas de combat, elle reçoit les gens à 8h, ça commence à gueuler à 10h. Il faut que tout soit fait, que tout soit parfait, que la table soit parfaitement mise. C'est l'art de recevoir, mais l'art de recevoir est une certaine forme de générosité. Tu vas chez mes parents, tu ne manques jamais de rien. Autant à boire avec mon père qu'à manger avec ma mère. Il y a de la quantité, de la qualité. Et en fait, je considère que tu ne peux pas être sur une relation long terme avec un radin. Et le frugalisme est le nom. C'est l'excuse économique du radinisme. C'est pas dire je suis pas radin parce que dire que t'es radin c'est péjoratif. Non, je suis frugaliste. Alors ces radins en fait, alors je sais pas si radin c'est le bon mot ou en tout cas radin volontairement, mais il est vrai que je pense que ça impacte énormément en fait les relations sociales et familiales. Et ce qui est inquiétant, tu vois, parce que moi, j'essaie d'enseigner cette générosité. En fait, je l'enseigne explicitement à mes filles et en leur expliquant que, par exemple, il y a des règles familiales où on ne vend pas à sa famille. Tu vois, je veux dire, c'est pas inné chez l'enfant. Tu dois l'enseigner. La générosité, c'est fondamental. Et la crainte que j'ai, évidemment, je ne suis pas dans ce mouvement, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de transmettre à ses enfants les stigmates de la pauvreté, mais parce que c'est une espèce de pauvreté orchestrée, mais stigmates de la privation. Est-ce que ça n'impacte pas la structure mentale de tes enfants qui adoptent de facto ce mode de vie extrêmement restrictif où tu as une forme de souffrance-pénibilité? Pourquoi ? Aucun loisir. L'enfant, par définition, est un être qui joue. D'ailleurs, l'adulte devrait parfois calquer l'enfant. Mais est-ce que ça n'impacte pas? C'est la question que je me pose. Et il y a l'autre partie prenante, j'allais dire. La femme. La patronne. Si tu n'es pas dans le même état d'esprit, dans le même mood, comme diraient certains, CEO de ma société d'auto-entrepreneur. Donc, si tu n'es pas dans le même mood, dans le même état d'esprit, dans la même stratégie, mais quel est l'impact que ça a sur ton couple? Je trouve que on ne peut pas aller au restaurant parce qu'il faut économiser 50 balles, 60 balles. On ne peut pas aller au cinéma, art inventé par la France, par les frères Lumière qui d'ailleurs sont nés à Besançon. On ne peut pas faire un certain nombre de choses. Quel est l'impact de cette privation sur le couple, sur la structure familiale, sur les enfants? Tu vois, c'est la question que je me pose. Mais moi, j'irai plus loin sur les enfants, et je tiens à en préciser, je n'ai pas d'enfant. Donc, il faut nuancer mes propos avec cette information en tête. Qu'est-ce qu'il y a de pire que les enfants quand ils sont à l'école? Parce que les enfants, ils n'ont pas le doigté des parents. Tu sais, des adultes. Les enfants sont cruels entre eux. Donc, t'imagines un enfant qui a été habitué à ça, mais ils vont pas hésiter une seule seconde. Tu parles sur les marques, sur les le statut marques, social, sur les marques, mais sur la générosité. Toi, tu vas jamais dire si t'as quelqu'un, t'as un ami de ta femme qui vient et que c'est un gros radin, tu vas pas lui dire espèce de gros radin. Non. Tu vois, mon oncle est comme ça. Et à chaque fois, il piège mon père au restaurant comme ça, c'est que il dit à mon père merci pour le restaurant. Et mon père, au lieu de dire quelque chose, va payer le restaurant. Ouais, mais parce qu'il y a de la gêne aussi, il y a de la gêne sociale en fait. Non, mais il y a de la gêne sociale. Mon oncle, non. Il était directeur de la R&D chez Thomson, il n'a pas de Non, soucis. je parle de la place je parlais de ton père. Ah oui, mais moi, je dirais non, mais on divise. Mais moi, je Mais le tu vois, ferais ça, si moi, le mec le demande pas. culturellement, ça me dérange de diviser en fait. Moi, culturellement, dans la manière dont j'ai été éduqué, malgré le fait que ce soit dans une forme de pauvreté. Moi, je vais sur mon appli, je bloque la carte, je mets la carte, merde, paiement non, refusé. moi, j'ai du mal j'ai du mal en fait à partir sur on partage, mais ça, c'est encore autre chose. Mais tu vois, est-ce que ça procure pas de l'isolement social, le fait de ne pas pouvoir suivre les activités de certains amis, et en plus tu évolues dans la vie, moins tu as d'amis quelque part, parce que beaucoup d'amis sont des amis d'enfance ou des amis de l'université. Tu as beaucoup de cercles sociaux là-dessus. Et est-ce que derrière, te dire qu'à l'université, un mec qui paye jamais, t'arrêtes de l'inviter, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le nombre, la taille de ton réseau social, par définition, décroît avec l'âge, parce que tu t'installes, tu as ta routine, tu as tes enfants, tu as tout ça.
Et donc, le peu de réseau social, est-ce que tu n'es pas dans l'isolement? Donc, pour toutes ces raisons, en fait, font que cette stratégie, de mon point de vue, me concernant, c'est une stratégie qui est rédhibitoire. Et capé Et on va voir, alors, exactement, alors, capé, tout à fait. au montant des économies que tu vas faire. Moi, j'aime bien dire que c'est comme quelqu'un qui va s'expatrier et qui va se concentrer qu'à réduire le montant de ses impôts. C'est la même chose. Sans monter le... Il y a un moment, tu ne trouveras pas un État qui va te... avec un taux d'impôt négatif. C'est-à-dire que quand tu gagnes 100 000, il te donne 10 000 de plus. Après, toi, tu as un biais fiscal, tu as un biais cognitif, un biais de négativité là-dessus, parce que tu t'es frité avec l'ambassadeur français du mouvement Fire. Non, mais Non, c'était pas... Et lui, en fait, Non, mais le il problème... représente bien. Ouais, en Et- fait, c'est-à-dire... Non, il mais représente en bien. fait, comment tu peux... Physiquement, tu dis? Non, jamais sur le physique. Ça, c'est comme Stéphane Edouard. Je vais pas dire qu'il a une gueule de rat. Ça serait insultant et en plus, ça serait même pas vrai. Comment quelqu'un qui n'est pas généreux avec lui-même va être généreux avec les autres dans sa communication, c'est quoi ces accompagnements qui te facturent une fortune? C'est une mobicard, ça veut dire que quand l'appel il arrive au bout d'une heure, ça coupe parce qu'il faut faire des économies et passer à l'autre. Comment quelqu'un qui est dans la privation à titre personnel peut être dans la générosité, que ça soit pas générosité monétaire, mais générosité de savoir, de donner, de surdélivrer? J'entends ce que tu dis. En fait, il y a une particularité culturelle qui est française. Alors, ça ne concerne pas toute la population française, hein, mais tu as l'art de vivre à la française qui est très important pour toi et pour moi. Et en fait, la problématique, c'est que l'art de vivre à la française est incompatible avec cette stratégie. Donc, en fait, ça accentue notre perception, la mauvaise perception qu'on peut avoir de cette stratégie parce que quelque part, quand tu as conscience, surtout quand tu habites à l'étranger, j'ose le mot, de la supériorité de l'art de vivre à la française, donc tu te dis, je dois, et que tu apprécies, je dois me priver de ça. Et ça, c'est très problématique. Mais voilà, ensuite, il y a d'autres aspects négatifs. Mais prenons un aspect qui pourrait être positif, mais que le frugalisme détruit. Prenons par exemple, on est sur un podcast d'investissement immobilier. Un frugaliste va avoir en partie un bon scoring, sauf s'il est entrepreneur. Parce que s'il est entrepreneur, il ne faudra pas payer de charges sociales. Oui, alors... Il faudra être en SARL. Alors, là, le biais fiscal, il y sera à fond. Il va être en SARL avec un niveau de rémunération très très faible, mais s'il est salarié, il ne va pas pouvoir baisser son salaire, parce que ça serait complètement stupide. Il va avoir des relevés de compte qui sont propres. Ça, c'est l'aspect positif. C'est-à-dire qu'il y aura très peu d'écriture. Tu as aussi... alors, je sais pas si un c'est gros niveau d'épargne. Alors, ouais, mais je ne sais pas si c'est caricatural, mais tu as beaucoup de frugalistes qui vont qui vont récupérer un peu à l'ancienne, qui vont les retirer une enveloppe, en fait, qui n'ont pas de carte bancaire volontairement. Tu vois, ça, c'est l'architecture des choix. Si tu n'as pas de carte bancaire, est-ce que tu peux utiliser ta carte bancaire? Réfléchis. Non. Ben voilà, bonne réponse. Donc, ça veut dire que les gens vont, je ne sais pas si tu l'as vu à la télé, moi j'ai déjà vu, vont retirer des enveloppes. Alors, tu as beaucoup de surendettés qui font comme ça. Donc, la personne va récupérer une enveloppe à la banque, en cash, et c'est les dépenses du mois. Et quand l'enveloppe est vide, c'est terminé. C'est-à-dire que tu as consommé tes ressources programmées pour le mois. Et donc, le relevé de compte est propre parce qu'il n'y a pas d'éléments négatifs d'un point de vue bancaire, mais il y a une dérive à ça, malheureusement. Il dérive à ça qui est le PNB, qui est un autre critère, et que là, le PNB, ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent être chez les fintechs ils ont la carte si elle est offerte. Voilà, le problème, c'est que tu vas être dans des banques à 2 balles qui ne disposent pas de licence bancaire, qui ne produisent pas de crédit immobilier, entre autres. Et on sait que le prêt immobilier est un vecteur d'enrichissement très important, puisque l'immobilier est une des principales composantes du patrimoine des Français et de l'enrichissement de manière générale. Donc, le fait d'avoir cette focalisation sur la dépense la plus faible possible fait que... tu vas économiser 500 balles, mais tu vas passer à côté 500 000 balles. Et ben voilà, donc en fait, la propreté de tes relevés de compte ne compensera pas l'absence ou la quasi-absence de PNB. Tu sais, en termes de PNB, si tu vas très fort,
tu peux être à mon avis, tu peux être à 4 euros par trimestre, quoi. Donc, 4 euros par trimestre, c'est-à-dire que la banque, quand elle fait les comptes, à la fin de l'année, tu lui as rapporté 12 euros. 12 euros, c'est quand même pas un PNB de dingue, tu vois. Donc, elle dit, monsieur, vous êtes un client très rentable. Si vous ne me donnez pas le crédit, je change de banque. Oui, mais monsieur, vous nous avez rapporté 12 euros cette année. Donc, Changer de banque. donc, en fait, c'est là où il manque de la stratégie pour moi, en fait. C'est que la privation, cette focalisation, en fait, la stratégie qui est basée principalement sur la privation, pardon, fait qu'on en oublie les paramètres du levier. Et en fait, tu passes à côté de beaucoup de choses en termes de potentiel bancaire. Et on en revient exactement sur le problème de la chose que je t'ai souligné. Le fait de ne pas être généreux fait que les autres ne seront pas généreux avec toi. Mais au niveau bancaire, c'est quoi le rapport avec la banque? Ben, au niveau bancaire, c'est que en fait, le fait de te comporter comme un rat, d'accord, de ne pas faire de PNB et tout ça, t'empêchera massivement. Au niveau bancaire, c'est pas de la générosité, c'est de l'intelligence. Oui, mais c'est savoir donner pour recevoir. Voilà, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le PNB, la dépense en PNB est un investissement, ça c'est un premier point, et que la fiscalité, lorsque tu payes des impôts, ben c'est un levier également. Tu crois que le frugaliste me taperait dessus s'il savait que j'ai une Visa Infinite qui est à la Société Générale, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, depuis 1 an et demi et qu'elle est toujours là-bas, que je m'en suis jamais servi. Ah oui, mais moi c'est pareil, des cartes, j'en ai eu, j'en ai peut-être au moins une dizaine, et il y a beaucoup de cartes qui ne sont pas actives et je suis débité, mais je ne fais aucune remontée bancaire en termes de demande de remboursement ou stopper la dépense parce que ça contribue à nourrir mon PNB. Et là récemment, je crois que j'en avais parlé, j'ai souscrit à une assurance homme-clé qui est quand même relativement chère, hein, c'est presque 200 euros par mois. Donc tu vois, ça commence à discuter en termes de budget. Donc ça fait quoi? Ça fait 2004 par an. À 200 balles, tu as quand même une Clio 5 en leasing. Donc c'est quand même un budget. Mais j'ai parlé à cette banque en question sur un OBO, et on sait que l'OBO n'est pas facile à faire financer. Très facile à parler sur les réseaux sociaux, très difficile dans l'exécution. Oui, bien sûr. Après, c'est toujours vendre la facilité, le biais du survivant, etc. Mais là, la banque m'a dit, bah, écoutez, nous, s'il y a une dimension patrimoniale, il n'y a pas de difficulté. Bah, oui, ça donne envie d'aider le client à réaliser son OBO. Si le client, à la fin de l'année, quand sur cette banque-là, qui est une banque pro, mon PNB entre les intérêts et tous les produits que j'ai pris, on doit être à 50 000 euros. 50 000 euros de PNB. Sur 10 ans, ça fait 500 000. Voilà, quand tu as... Ils ne peuvent pas se permettre de te perdre. Et surtout que c'est un montant, tu dois être dans le top des clients. Ça veut dire que quand tu compares avec un gars qui a lâché 12 euros dans l'année, alors j'exagère peut-être un petit peu, mais on n'est pas très loin de la réalité. Non, ils aiment bien les visas électrons parce qu'en plus, tu n'as même pas de découvert bancaire. Une fois sur deux, elle passe pas la visa électron. Quand j'étais étudiant, c'est une carte qui m'humiliait en fait. C'était la double sanction. En fait, j'avais déjà une forme de honte sociale, d'humiliation. J'étais boursier échelon maximum, donc j'avais 400 euros. Mais en plus, même quand il y avait de l'argent, quand tu allais faire tes courses chez Lidl, eh ben, la carte, une fois sur deux, elle passait pas. Et là, c'était horrible en termes de... Tu sais, t'es gêné, puis les gens attendent, et c'est horrible, quoi. Donc voilà, il y a une altération du profil bancaire par ce manque d'intelligence et le fait de ne pas investir dans son PNB, donc produit net bancaire. Et c'est important de dire que ne pas être frugaliste ne veut pas dire dépenser sans compter. C'est ça c'est souvent à ça qu'on oppose les choses. Il y a une différence entre jeter de l'argent par les fenêtres et dépenser, ne pas regarder sur certains points. Moi, par exemple, restaurant, bouffe, je ne regarde pas. Bah, tu vois, tu as exactement le même profil que moi. Moi, la restauration, c'est important. Vraiment. Hôtel aussi, tu vois, je viens souvent à Berlin. Oui, mais puis tu flambes pas non plus. Je flambe pas. Je dis, ouais, j'aime bien descendre tout le temps à cet hôtel, même s'il est à l'autre bout de Berlin, parce que j'aime bien cet hôtel. Après, Berlin n'est pas très cher en hôtel. Berlin n'est pas très cher. Mais tu vois, même quand j'avais fait mon mastermind à Paris, j'avais pris mon hôtel de passe, là, comme tu l'appelais. Là. Il y avait un miroir sur le plafond et les murs étaient rouges.
Et les draps étaient partiellement blancs, j'ai pas compris. On n'était pas à Pigalle. Comment il s'appelait cet hôtel? Mais en Il plus- était bien placé en plus. mais il était parfait. Mais la literie était. Il était glauque. Il Il était. t'allait bien, je trouve. Merci. C'est le MacMahon. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est une chaîne. C'est un super, mais très bon rapport qualité-prix. 250 € le. Ça me revient, c'est la chaîne DSK, je crois. Ouais, DSK, ouais. Mais j'avais pas dormi au Sofitel au-dessus du Mastermind, quoi. Parce que c'était excessif. Déjà, sur un mastermind, tu as toute ton énergie qui est pompée quand tu le fais. Tu vois, j'adore, moi, être invité à un mastermind parce que là, je me dis, waouh, c'est pas moi qui anime. J'ai pas besoin parce que c'est dur, tu vois, animer le mastermind. C'est très dur Les gens physiquement. n'imaginent pas, mais moi, je suis rentré le dimanche soir. Ah, t'es claqué. Je suis arrivé à 7h à l'hôtel, dans mon hôtel de passe, mais je me suis réveillé le lendemain à 10h. C'est très dur. Émotionnellement, c'est très dur et en termes d'énergie. Et oui, se faire plaisir sur des choses qui comptent. Tu vois, moi, personnellement, les habits, c'est pas mon truc, je m'en fiche. Ça se voit. Ben, merci. Tu vois, moi, je suis un peu de l'école Robert Louis Dreyfus. Tu vois qui c'était Robert Louis Dreyfus? C'est le banquier, non? Non, c'était celui qui avait repris Adidas. Oui, c'était le banquier. Ouais, mais après, c'était un investisseur. Ouais, mais après, il a fait vraiment sa grosse. Sa fortune, il l'a faite sur Adidas. Puis après, il avait repris. À la fin, d'ailleurs, il a racheté l'entreprise familiale. Il a mis sa femme. Bon, il avait racheté l'Olympique de Marseille. Et c'est quelqu'un qui était toujours en chemise un peu, tu sais, blanche, un peu trois quarts, droite, le jean un peu déchiré, les Nastas. Tu vois, c'est quoi les Nastas? Adidas Nastas, en fait, c'était un joueur. C'était un peu dans l'époque après les Stan Smith. Donc le gars, si tu veux, en avait rien à branler, en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que, d'ailleurs, j'avais lu un post, je fais une digression, le gars disait, j'investis 20% de ce que je gagne dans mes apparences, dans mes vêtements, parce que c'est primordial. Après, j'ai pas voulu être méchant, j'allais lui dire, en fait, j'ai failli écrire un post, avec ta tronche, c'est normal et tu fais bien, tu vois. Mais C'était sur LinkedIn. Ouais. Et je me suis dit, il faut désactiver le compte. avec sa tronche un peu de beauf, mais tu vois, ça a l'air un peu méchant, mais ce que je veux dire, c'est que on en est dans un monde d'apparence où l'habit fait le moine. Moi, je trouve que l'habit peut porter en discrédit parce que quelquefois, tu as des gens qui sont particulièrement brillants et qui ne payent pas de mine. Et le fait d'arriver, comme celui qui écrivait le magnifique livre sur le rachat d'entreprise. Mais là, c'est autre chose. Là, on parle d'un plouc. Oui, ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est du mauvais goût. Quand tu arrives habillé comme ça, que ça soit mauvais goût ou pas, mais que tu es creux dans ton discours, tu passes 10 fois plus pour un con. Oui, mais quand tu arrives et que tu as une vraie personnalité, que tu es intéressant, que tu as une capacité à réfléchir et que tu es habillé, de manière assez banale, je vais te dire que les gens intelligents préfèrent cette posture bien sûr, parce qu'il est intéressant. Et les gens intéressants, par définition, en fait, ils n'ont c'est pas très besoin rare. de le... Mais voilà, mais je prenais l'exemple de Dreyfus, enfin bref. Et donc, si tu commences à te priver sur tout, donc il y a aussi choisir les domaines dans lesquels tu te fais plaisir. Et il faut pas oublier que la vie, évidemment, est un jeu. Le processus d'enrichissement est un jeu, mais on ne sait pas quand est-ce que ce jeu s'arrête et est-il nécessaire de porter autant de privations et de mon point de vue, je pense que ce n'est pas nécessaire. Moi, je considère qu'aujourd'hui, et vous écoutez un podcast, par exemple, ce podcast nous coûte quoi à enregistrer Audacity nous coûte rien. L'hébergement, parce qu'on a pris un outil professionnel, nous coûte un peu d'argent, mais c'est 280 € ou 300 € par an. Il y a tellement de manières faciles. Je ne veux pas utiliser ce terme facile qui est violé. Il y a tellement de manières d'augmenter ses revenus. Et cette augmentation de revenus, en opposition avec la réduction des coûts, elle est illimitée. Et on peut prendre des exemples en entreprise. On parlait dans un podcast précédent, tu as parlé de Dreyfus, j'aimerais parler de comment il s'appelle ? De Patrick Drahi. Patrick Drahi était un frugalisme de la reprise. On reprenait une boîte, on coupait tous les coûts. Ouais, je dirais plutôt un mercenaire. Un mercenaire, monsieur moins 30.
qu'est-ce qui s'est passé quand il a eu un signe noir sur la hausse des taux? Il n'a eu aucune marge de manœuvre. Il était... Alors que si c'était concentré à une réduction des coûts en laissant de la marge la création de richesse. Et de la création de richesse, il ne serait pas obligé de vendre ses bijoux de famille et ses outils d'influence. Et ça, tu as un exemple de frugalisme à très haut niveau, là, sur la gestion d'entreprise, en coupant que les coûts. Quand tu coupes tous les coûts, tu tues l'entreprise. Ouais, je suis d'accord en fait sur ce que tu dis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives que la privation, qui est une forme de sanction auto-proclamée en fait. On s'auto-sanctionne. Et les autres alternatives, d'abord, c'est de mettre de l'intelligence sur d'autres leviers. C'est-à-dire aller chercher du levier bancaire. Et pour aller chercher du levier bancaire, il faut comprendre la culture bancaire, il faut comprendre le fonctionnement bancaire, il faut comprendre le scoring bancaire. Et il y a encore d'autres leviers, évidemment, mais ne pas, en fait, ça me fait penser un peu entre l'investissement en nom propre et l'investissement en société. C'est-à-dire qu'en nom propre, tu es forcément capé par le taux d'endettement, parce qu'on te considère que tu es un particulier et que le HCSF doit te protéger. Et heureusement, parce que si tu laissais les gens faire des colloques et des love rooms, heureusement, dites merci au HCSF. On devrait même diminuer le taux de non, t'exagères, mais heureusement pour le système bancaire, parce que c'est vrai que ça peut aller très très vite. Mais tu fais le parallèle, donc physiquement, tu vas te priver, donc le levier est ta personne. Et tu es capé par le bas. En société, évidemment, tu as beaucoup plus de possibilités, tu as un potentiel qui est plus important, donc il faut aller chercher, je pense, d'autres stratégies et ne pas hésiter à investir sur ses partenaires, dont la banque, dont le réseau, etc. etc. Et la formation. Et c'est pas parce que... J'aime pas l'expression vendeur de formation qui est aujourd'hui, qui peut s'appliquer à beaucoup de personnes, mais se former est quelque chose d'important. Quelqu'un qui va dépenser un coaching chez toi aura un retour sur investissement. En plus, parce que tu es généreux, c'est-à-dire ça dépasse quelquefois. Ouais, ça dépasse et surtout que j'apporte une vision globale en fait, de l'investissement immobilier, du système bancaire, de ses aberrations, des limites, etc. Je ne traite pas que la question en particulier. Mais se former, évidemment, c'est un investissement. Et est-ce que ce n'est pas incompatible avec couper drastiquement dans tous les postes budgétaires? Après, je n'ai pas toutes les réponses parce que je ne suis pas frugaliste. Mais après, je voulais parler d'alternatives intéressantes. Moi, je suis plutôt dans le minimalisme. En Porsche Panamera. Ça avait fait rire Rémi et Madeleine, mais... c'est quoi en fait le minimalisme? Les gens l'associent peut-être à minimum, c'est-à-dire rien du tout. Alors le minimum, c'est toi qui mets le curseur si tu veux. Tu as une distinction qui est importante. Alors je suis entre l'essentialisme et le minimalisme. Ça paraît être philosophique, mais ça l'est pas. C'est une quête en fait. On recherche une forme en fait de simplicité où on choisit quelque part son style de consommation. Je ne mets pas d'argent dans les habits. Si j'ai envie de me faire plaisir sur une business class, par exemple, parce que ça me fait plaisir, eh bien, tu vas choisir là où tu mets ton argent, mais tu n'es pas dans quelque chose d'arbitraire où tu coupes sur tous les postes budgétaires. Donc le minimalisme, c'est plutôt éviter en fait cette forme d'encombrement psychique sur... un excès de matériel où tu vas redonner en fait du sens et de la valeur à chaque aspect de ta vie et surtout tu vas privilégier le temps disponible qui est très important pour moi et privilégier également les moments de qualité, mais là où on se différencie fondamentalement entre le minimalisme. Le minimalisme, c'est important, notamment en termes de posture bancaire, parce que si tu commences à être dans ce qu'il y a de pire, un consommateur, en fait, si tu es dans la consommation en permanence, là, tu vas dégrader
ton scoring bancaire, ce qui est une chose, mais tu vas aussi, et ça c'est la pire erreur, consommer ton capital. Consommer ton capital, c'est consommer une partie de ta liberté. Donc le minimalisme, c'est choisir dans quoi on veut mettre de l'argent. C'est aussi savoir se faire plaisir. C'est dégager du temps. C'est finalement la recherche d'une vie plus intentionnelle et satisfaisante en termes de choix et d'impact. Et donc, ça se différencie en fait largement du frugalisme. Ouais, j'ai essayé de regarder sur... j'ai essayé de regarder un peu comment il le définissait. Le minimalisme, Non, le frugalisme. c'est assez marrant parce qu'ils utilisent le terme de frugalisme, qui pour moi veut dire être frugal. Donc quand on dit qu'une voiture est frugale, c'est qu'elle consomme rien. Et Économe. il a défini, tu vois, je lis le message de Vivi pour ne pas le citer. De toute façon, on est bloqué, donc toi comme moi. Éliminez ce qui est en trop dans notre vie pour se concentrer sur votre essentiel. C'est pas la définition du... Non, pour moi, c'est pas la définition. En fait, d'ailleurs, c'est même une définition qui est fausse. Ça, c'est le minimalisme, en fait. Et le problème, c'est que... alors, tu vois, là, il y a une différence qui est très importante. C'est que le minimalisme ne cherche pas forcément à être dans la retraite anticipée. On a une quête de liberté, certes, mais pas de retraite anticipée. Ce qui peut être un choix, d'ailleurs. Moi, je suis plutôt dans une quête de disponibilité alimentée par un capital que j'ai défini optimal à hauteur de 10 millions d'euros. Mais je ne suis pas non plus omnibulé par une retraite anticipée. Pense à pas l'inflation. forcément exclu. Pense à oui. l'inflation sur les 57 prochaines années. On va devoir ajouter un zéro c'est au vrai, nom du podcast. Et tu vois, la définition, je trouve qu'elle est erronée, en fait. Et il faut vraiment faire la distinction entre ces trois état d'esprit, frugalisme, essentialisme et minimalisme. On n'a pas du tout les mêmes stratégies et les mêmes conséquences. J'essaie de regarder la définition, tu vois, pour pas... La définition de J'essaie de regarder la définition de frugal. Parce que le frugalisme est le mouvement d'être frugal. C'est pas des définitions qui sont Larousse. Moi, j'en avais une, en fait. Les frugalistes cherchent à maximiser chaque dépense et à minimiser les coûts. Ils privilégient les achats d'occasion, les coupons. Donc, ça fait un peu clodo, mais c'est pas ma définition. Les coupons tu te souviens et pas les stratégies pour réduire les dépenses au maximum. J'étais tombé sur une vidéo. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets en lien sous le podcast. C'était une fonctionnaire qui allait faire ses courses avec un classeur. Oui, mais ça, il y en a eu 15 000, ça, sur Internet, bien sûr. Et elle recevait sa copine pendant 2 heures pour s'échanger les bons. Mais les bons de 0,05 cents. Et elle allait avec son classeur, c'est-à-dire que les courses, elle y passait. Quand toi, tu vas faire des courses, ça va prendre 30-40 minutes sur des grosses courses. Elle y passait 2 heures, elle vérifiait chaque truc Bien sûr. pour ça. Mais c'est... Mais le frugaliste, dans le business, il investit, contrairement à la typologie de la personne dont tu parles. D'ailleurs, quand on parle des pays, en Europe, quand on parle des pays, tu sais, qui ne dépensent pas, qui n'ont pas de... Oui. On parle des frugaux, des pays du Nord. Tout à fait. Qui sont souvent quoi, la Suède, les Pays-Bas. Ouais, c'est surtout les Pays-Bas qui reviennent, qui reviennent souvent. Ah, mais les Pays-Bas, ils sont connus pour quoi? Les Bataves. Les Hollandais, ils sont connus pour quoi? Ils sont connus pour être des énormes rats. Ça, je sais pas, moi. Non, mais les mecs qui partent... oui, je sais même quand t'es invité, apparemment, ça se fait, j'avais vu ça dans un train. Tu sais, le gars qui voyage en train, je sais pas si t'as déjà vu sur France 5, des trains pas comme les autres. Et il était en train donc c'était aux Pays-Bas, il expliquait. En fait, il y a quelqu'un qui lui expliquait, même quand on est invité, eh bien, les gens payent, certaines personnes peuvent demander à ce que tu participes au repas. Ouais, mais ça, mes meilleurs amis sont hollandais, mais ça, c'est ont horrible. une générosité qui sont extraordinaires. Ça choque le français quand même. Le hollandais, quand il part en camping, il fait toutes ses courses aux Pays-Bas
et il descend en camping en Espagne, en France et tout ça, et il ne dépense rien. Il négocie tout, le Hollandais. Ouais, mais ça peut se comprendre, mais demander à des gens de participer au repas quand tu les as invités chez toi, Eh ben, tu crois que c'est dur. Hein. eh ben, tu crois que moi, il m'a pas demandé de participer, le frugaliste, quand je lui ai demandé de faire juste un Ouais, live. mais Il m'a demandé de le payer, quoi. je peux pas, moi, ça c'est trop. Je pense je vais t'inviter chez moi prochainement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur ce mouvement qui prend de l'ampleur en plus, hein. Qui prend énormément. Il y a beaucoup d'adeptes. Il y a beaucoup d'adeptes et moi, je pense que, premièrement, et ça, je ne dirai pas le nom, mais j'avais dit à une personne qui était un peu comme ça, je lui avais dit, la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est de te dire que demain, tu vas chez un docteur et qu'il t'annonce que tu as un cancer, pour te faire prendre conscience des choses importantes dans la vie. Et tu auras regretté, la vie, elle tient à un fil. On peut traverser la rue ce soir et avoir un mec qui te renverse. Concentrez-vous sur générer plus que dépenser moins, même sans pour autant être dans une dépense ostentatoire, inutile. Il faut de la discipline budgétaire, ça c'est très important. Moi-même, je l'enseigne. En fait, dans les débuts du mentorat, ce qui m'avait étonné, tu avais des gens qui avaient 10 000 euros de revenus par mois et qui n'avaient pas d'épargne. Ça, c'est pas bon. J'ai envie de te dire, quelque part, dans le cadre, si tu as les bonnes stratégies, il vaut mieux être frugaliste que claquer tout son pognon. Oui. Parce que là, tu envoies un très mauvais signal. Mais est-ce qu'un frugaliste va payer ton accompagnement? Non, il ne le paierait pas. Mais donc, ce que je veux dire, s'il a les bonnes stratégies, donc il faut avoir de la discipline. Est-ce que ces stratégies, un frugaliste, et tu en connais peut-être certains qui ont fait des remarques par rapport à des banques, est-ce qu'un frugaliste peut investir massivement? Je pense que l'art, pour faire ce que tu veux dire, c'est d'être suffisamment généreux pour savoir se présenter comme un frugaliste sans pour autant l'être. Il faut avoir de la discipline, il faut soigner son taux d'épargne, son stock d'épargne. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas être un consommateur. Tu gagnes 10 000 par mois, si tu as dépensé 10 000, tu n'as absolument rien compris. Et les banques ne te suivront pas de façon significative et c'est tout à fait normal. Il y a un juste milieu. L'idée, c'est d'aller chercher des poches de valeur ajoutée autres que les économies draconiennes sur une vie en impactant toute sa structure familiale, dont son épouse ou son époux et ses enfants. Il y a largement l'entre-deux qui, de mon point de vue, se situe plus dans le minimalisme que dans le frugalisme ou dans l'essentialisme. Et c'est plutôt le style de vie. Tu en parlais d'habits tout à l'heure. Mark Zuckerberg, et c'est connu, il est habillé de la même manière tous les jours. Il a un t-shirt, un jean et des claquettes Adidas. Donc il manque plus que les chaussettes, tu vois, pour les porter en Allemagne. À l'allemande. Est-ce que tu penses que ce gars-là n'a pas les moyens de vivre? Si. Mais ça, c'est une forme de minimalisme, alors vestimentaire. Mais et une fois de plus, si le plaisir de l'investisseur, c'est d'acheter des sacs Gucci ou des claquettes Gucci, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais ça va impacter ta stratégie. Donc c'est de très mauvais goût. Cette triste marque. T'avais un truc, et ça aurait pu être vrai. Alors, c'était une rumeur qui soupçonnait LVMH, d'accord, d'avoir payé des influenceurs de télé-réalité pour qu'ils portent du Gucci pour décrédibiliser la marque. Ah, c'est horrible. Mais si c'était vrai, ça ressemblerait bien et ce serait quand même particulièrement brillant. Parce qu'aujourd'hui, le Gucci, c'est vraiment une... Il souffre en plus, hein, le groupe Kering a du mal, parce que c'était un peu sa vache à lait, mais tout le luxe, secteur du luxe a explosé, sauf cette marque. Mais moi, je l'associe à Lamborghini, donc après, j'ai des préjugés sociologiques, mais ça, c'est encore un autre débat. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Il faut faire attention à son argent, il faut l'utiliser comme levier, mais une fois de plus, il n'est pas nécessaire de se priver à outrance, d'aller priver toute sa structure familiale pour aller chercher une retraite quasiment artificielle, anticipée mais artificiellement bâtie sur
quelques investissements, mais beaucoup de privations. Il y a d'autres alternatives et c'est là que la stratégie fait la différence. Et il faut qu'on conclue vite parce qu'il faut qu'on ramène nos canettes pour récupérer notre consigne de 10 cents. Voilà, 25. 25. Les consignes sont obligatoires à Berlin. La dernière fois, on a été obligé de se trimballer avec le sac poubelle rempli de bouteilles. Et il y avait un peu de... En sortant du podcast. il y avait encore un peu de jus il y avait encore un peu de boisson. Concentrez-vous sur la création de richesse. Il y a une multitude de possibilités, qu'elles soient au travers de l'investissement. Ce que j'aime bien, moi, par contre, dans le frugalisme, c'est qu'ils éduquent sur le fait de placer cet argent, de ne pas le laisser sur le compte pour le regarder. Bien sûr, il y a des aspects positifs et il y a un élément qu'on n'a pas dit, mais c'est pas un épisode où on attaque les frugalistes. Hein, je m'en contrefiche. C'était une discussion. Oui, c'est une discussion, mais aussi éveiller en fait les consciences. Il y a des gens qui peuvent être par défaut intéressés par ce mode de vie, ce mode d'investissement. Le propos étant de dire qu'il y a d'autres alternatives plus efficientes, avec plus de création de valeur ajoutée. On a parlé dans un épisode de l'activité de marchand de biens sur les 3 dernières années où j'ai pu dégager 800 000 euros de marge brute, ce qui est quand même beaucoup. Ce n'est pas de la privation, c'est de la création de richesse, c'est de la valeur ajoutée par définition. Donc regardez plus loin que la privation et faites attention à l'impact négatif en termes de scoring bancaire à vouloir avoir la carte bancaire la moins chère du monde, l'assurance propriétaire non occupant la moins chère, l'ADI, donc l'assurance décès invalidité la moins chère, etc. Voilà, finir avec 12 euros de PNB par an auprès de sa banque, c'est une faute d'amateur qui va coûter très cher en termes de levier bancaire. Voilà le propos, en tout cas l'idée que je souhaitais transmettre. Comme toute chose, quand elle est trop radicale, elle est mauvaise. Ouais, et alors ce n'est que mon point de vue, mais c'est une stratégie qui manque d'intelligence à tout point de vue, c'est-à-dire d'intelligence bancaire, situationnelle, d'intelligence de manière générale sur ce qu'on peut faire d'autre. Ah, on se fait virer. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour s'occuper du montage.